Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne du futur LCF et aussi sur la radio City FM pour votre émission Talk Talk. Nous sommes donc au vendredi 16 septembre 2016. C'est le dernier rendez-vous de la semaine. Très content d'avoir sur ce plateau ce matin le confrère Dominique Aliziou. Il est le patron du journal Chronique de la semaine. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique Aliziou sera rejoint demain à l'autre part Carlos Ketaou de l'Indépendance Presse. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Indépendant de notre volonté, avant toute chose, voici la une des journaux. Une des journaux de ce vendredi 16 septembre 2016, nous démarrons par le journal Togo Matin. Togo Matin, donc, il titre Fonds mondial. À Montréal, Fort s'engage pour la reconstitution du Fonds mondial politique. Meeting du 14 octobre 2016 de la responsabilité de l'opposition dans la construction de l'image du Togo. L'éveil de la nation de l'Écosse titre ce matin, 5e conférence de levée de fonds contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Fogg Gnassingbé aux côtés de ses pairs à Montréal. Sommet africain sur la sécurité maritime à Lomé, les opposants de peu de patriotisme s'organisent pour saboter la réussite de l'inédit sommet. Le libéral dans l'Écosse titre le développement à la base, l'autre stratégie de lutte contre la pauvreté au Togo. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA attendus à Lomé. 5e conférence du Fonds mondial et de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Canada, Fogg Gnassingbé présent. Là, l'Écosse également Canal D qui titre processus d'éligibilité du Togo au programme compact du MCA, l'institution américaine Heritage Foundation, présence de Togo sur une trajectoire de hausse. Wassem Fortia sous menace de grève, de quoi maintenir cette société à la une des débats. Soutien international à l'enfance en difficulté, l'administratrice Marie-Thérèse Blondel de Fondation France Séjour au Togo. Rapport Liberté, le journal Liberté dans les kiosques, rapport d'une ONG suisse, le Togo au cœur de grands scandales de trafic de carburant toxique en haute mer offshore Lomé, un mélange détonnant pour la région entière. Matière première, comment les traders suisses écoulent du carburant toxique en Afrique. Chefferie traditionnelle dans les yeux, le nouveau chef d'Adangui, Togui, Tétégan, Sobo, Éclat, deux boudés par les populations. Début aujourd'hui de la tournée nationale du Cap 2015, l'ANC et ses alliés remobilisent les populations autour des réformes. Dans les kiosques, l'alternative. Enquête d'une ONG suisse en haute mer, troublante révélation sur de sulfureuses opérations sur les côtes togolaises. Les géants du négoce pétrolier écoulent depuis des années un carburant toxique en Afrique. Analyse de veille économique, Togo, quel budget pour une croissance à 2 chiffres. Chronique de la semaine de Dominique Aliziou dans les sommets de l'UA sur la sécurité maritime. Cap 2015 hostile projette de perturber le bon déroulement des travaux. Qu'est-ce qui se cache derrière la marche du 14 octobre s'interroge donc le journal. SMPT la sortie de crise salutaire. Le personnel s'engage à observer un moratoire de 4 ans sans grève. Flambeau des démocrates de Loïc Nossolé aussi dans les kiosques éditorial illusion politique. La NASAP dans politique nationale d'assainissement et de salubrité publique, la NASAP dans le rôle de sentinelle. Sécurité maritime en attendant son adoption par des chefs d'État et de gouvernement, la charte de Lomé prend corps. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, pour la une des journaux. On va sur le jingle et on va démarrer la première partie. On va démarrer par le premier sujet, sommet de la sécurité maritime et tournée CAP 2015. CAP 2015 entame à partir de cet après-midi une tournée de 2 semaines à travers tout le pays. Sokodé accueille le premier meeting. L'objectif, c'est de sensibiliser la population sur la nécessité d'opérer les réformes politiques. Comment accueillez-vous cette initiative de l'opposition togolaise? Dominique. Bon, l'initiative en elle-même n'a aucun problème. C'est un parti politique, enfin c'est un regroupement, une coalition de partis politiques qui veut organiser une tournée à travers toute l'étendue du territoire, ce qui est sans problème. Mais ce qui cause problème aux Togolais et qui s'interrogent, et que je me suis interrogé aussi dans mon journal, c'est le fait que le 14 octobre, ils projettent un meeting un meeting à Lomé, un grand meeting à Lomé. Alors, le 14 octobre, tout le monde sait que c'est la veille du sommet sur la sécurité et la sécurité maritime, et donc qui se déroulera le 15. Alors, comment est-il possible
qu'est-ce qui se cache derrière. Donc nous avons essayé de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire, pourquoi le 14, cette manifestation, bon, c'est selon ce que nous avons appris, c'est que il a projeté des manifestations qui peuvent dégénérer, et que si ça peut dégénérer, ça peut peut-être amener donc à reporter le sommet. Tel serait, selon nos recoupements, l'objectif qui est caché derrière cette manifestation. Sinon, rien ne peut, puisque la date du sommet est prévue de longue date. Notamment, tout le monde savait que le 15 octobre, il y aura un grand sommet des chefs qui va réunir les chefs d'État et du gouvernement dans notre capitale. Alors, en faisant le programme, normalement, ils n'ont pas besoin de vouloir organiser un meeting à la veille. Donc, c'est que derrière, nous pensons qu'il y a quelque chose qui est caché, et c'est ce que nous avons essayé de relever à nos lecteurs. Mais dans le programme que nous avons vu, dans le programme de CAP 2015, nulle part il est inscrit un meeting le 14 octobre. Le dernier meeting, c'est le 8 octobre à Lomé. Non, ils ont programmé que la tournée commence le 16 à Sokodé, et la fin, l'apothéose de leur tournée sera un grand meeting le 14. Non, le programme qu'on a vu hier qui a été déroulé, c'est le 8 octobre qui est inscrit là-dessus. Peut-être on va chercher davantage pour savoir si le meeting du 14 est caché. En fait, officiellement... C'est Eric... c'est le chargé de la communication qui l'a annoncé, Eric Dupuis, qui l'a dit le 14, et certains journalistes se sont demandé est-ce qu'il y a une coïncidence ou un truc qui est caché. Donc en réalité c'est le 14 qui est 21. Donc peut-être au début c'était prévu le 8, mais ils ont peut-être vu qu'ils peuvent organiser quelque chose et cela collabore, cela joint, enfin, par rapport à la déclaration du président de l'ANC, notamment Jean-Pierre Fabre, qui est chef de file de l'opposition, qui a dit que l'île ne sera pas concernée par ce sommet. Or, ce sommet est un sommet capital parce que lui qui aspire à diriger ce pays devait s'approprier ce sommet, parce que si aujourd'hui nos côtes sont infestées de pirates et qu'aucun bateau ne peut arriver au Togo ni décharger les marchandises, ni charger les marchandises, mais les phosphates togolais vont passer comment? Le carburant viendra par quel canal? C'est par avion que le phosphate togolais sera exploité. C'est par avion que le carburant viendra dans les stations. Donc, au fait, lui en tant que futur dirigeant, en fait, puisqu'il a été des fois déjà candidat, donc, et je ne suis pas sûr qu'en 2020, il sera absent sur la liste des postulants, donc il devrait en réalité s'approprier de ce sommet et se dire que ce sommet est un événement capital et majeur pour son parti, et appeler notamment ses militants à participer d'une manière ou d'une autre à ce sommet. Mais malheureusement, il a déclaré à qui veut l'entendre que c'est un non-événement pour lui et qu'il ne se sent pas du tout concerné par ce sommet. C'est un peu dommage et déplorable. Alors, la même question à Carlos Kitoou. Alors, quelle appréciation faites-vous, ou bien comment accueillez-vous la tournée que CAP 2015 lance dès cet après-midi à Sokodé, une tournée qui va donc le conduire à travers tout le pays et qui va s'achever à Lomé? Officiellement sur le programme c'est le 8 octobre comme j'ai vu, mais les confrères disent tous que c'est le 14 octobre le dernier meeting à Lomé. D'abord, comment appréciez-vous la démarche de CAP 2015? C'est une démarche logique et démocratique. Nous aspirons à un état de droit et à un état de démocratie. Tous les citoyens ont le droit de faire leurs meetings, leurs activités politiques, leurs activités civiles à tout moment où l'occasion se présente. Et à plus forte raison, c'est de bonne guerre. Si une organisation pense que à un moment précis où on organise un sommet sur la sécurité maritime, où tous les projecteurs sont braqués sur le Togo, et que c'est à ce moment précis qu'il faille organiser des manifestations pour se faire entendre sur des questions sur lesquelles les autorités politiques ne les entendent pas, notamment les questions des réformes, moi je pense que c'est de bonne guerre et c'est la démocratie. Et ce n'est pas seulement au Togo que cela se passe. Aux États-Unis, à l'Assemblée générale des Nations Unies, on voit des manifestants qui se mobilisent pendant toute l'Assemblée générale pour revendiquer, pour crier à rond sur toutes les questions sur lesquelles ils ne sont pas écoutés. Il y a des anti-mondialistes à travers plusieurs grands séminaires, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres. Chaque fois qu'il y a une manifestation d'envergure, mais il y a toujours des organisateurs qui les altermondialistes comme les altermondialistes comme on les appelle, pour dire qu'eux ils ne sont pas d'accord sur ces principes-là. Bon, en ce qui concerne l'ANC et Jean-Pierre Fabre, en ce qui concerne les autorités togolaises et leur implication, c'est CAP 2015. CAP 2015 et l'implication de l'opposition, mais le travail devait se faire déjà en amont.
le sommet sur la sécurité maritime se prépare depuis déjà 3 ans. Et ce n'est pas à la dernière minute qu'il faille voir si telle personne doit être impliquée ou pas. Si les autorités togolaises avaient la volonté que cela soit une chose nationale, cela soit un événement qui doit être approprié par tous les Togolais, mais depuis très longtemps, on aurait approché certains altermondialistes, si je peux les appeler ainsi, pour dire que bon voilà, même si vous voulez faire des manifestations, il faut positiver ces manifestations. C'est-à-dire que, par exemple, on est en train de parler d'une charte qu'on doit signer à Lomé pour que la situation de la sécurité maritime soit véritablement maintenue et que tous les États qui seront partis au sommet puissent adhérer à cette charte. Mais c'est l'occasion, par exemple, de faire le lobbying au niveau des organisations de la société civile, au niveau des partis politiques, pour dire qu'il faudrait que cette charte-là soit signée, que chacun puisse respecter en vue de sécuriser les côtes africaines, les côtes togolaises. Ça, c'est ça qu'on appelle la positivation de la manifestation. Mais si cela n'a pas été fait, et au même moment, le gouvernement exécute un mépris par rapport aux doléances capitales des populations, notamment sur les questions politiques, réformes politiques, notamment sur les questions de la vie chère. On apprend depuis hier qu'au niveau des postes de péage, on a presque doublé les tarifs. Ça, c'est des questions sociales, sans aucune explication. Mais je vois que les gens ont le droit de se mobiliser et de se faire entendre au moment où tous les acteurs du monde, de l'Afrique, sont présents au Togo. C'est de bonne guerre. Je ne vois pas pourquoi on accuse telle personne de pouvoir récupérer. Et si l'opposition récupère cette manifestation pour se faire entendre, je trouve que l'opposition est dans son rôle. Opposition est démocratique, pleinement démocratique. Donc pour elle, c'est une belle occasion de se faire entendre. C'est une belle occasion, c'est d'ailleurs une aubaine. Et si l'opposition ne le fait pas, là c'est dans ce cas qu'on va commencer par les soupçonner, on va dire que, voilà, que le sommet arrive, au lieu de se faire entendre et de profiter pour obtenir toutes les doléances, ils se sont un peu concubinés avec les sabotage plutôt. Vous, c'est-à-dire que certaines personnes, ou bien l'autorité politique va considérer ça comme un sabotage. Mais si vous voulez éviter ce sabotage-là, si vous voulez éviter ce sabotage, je vais vous donner un exemple. Pendant la campagne électorale, l'élection présidentielle de 2010, je crois, et M. Kofi Yamyan, il s'est engagé à organiser un meeting à Kara. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est arrivé au niveau des hôtels à Kara, les hôtels qui coûtaient 15 000 francs, on lui a dit que la chambre est à 70 000 francs. Le restaurant, quand il dit bon, je vais faire mon petit café, on dit le café, ça fait 18 000 francs. Il était dans la délégation. Voilà. C'est lui qui l'a exprimé. Il a fait une conférence de presse pour l'exprimer. Ça veut dire que l'autorité voyant Kofi Yamyan en train de vouloir ravir la vedette, peut-être au pouvoir d'Afrique. Il n'y a même pas de salle de conférence. Il n'en a même pas trouvé. Et on a mis tous les garde-fous pour l'empêcher d'être à l'aise. C'est ça la politique. C'est ça. La façon dont il faut empêcher l'adversaire, il faut faire obliger l'adversaire à rester dans une situation qui permette à ce que toi tu gagnes. Donc, une manifestation en période du sommet est une manifestation démocratique qui est au pouvoir de savoir canaliser et juguler, de savoir négocier, discuter avec les acteurs de l'opposition pour que cela puisse être positivé et que cela n'affecte pas la nation qui est une patrie qui nous appartient à nous tous. Dominique Alizou, alors votre journal titre en manchette, sommet de l'UA sur la sécurité maritime, CAP 2015, hostile projette de perturber le bon déroulement des travaux. D'où tenez-vous cette information? Oui, moi je vois derrière plutôt un sabotage. Et parce que ils ont tout le temps pour organiser avant ou après la manifestation. Et vous voyez déjà la veille du sommet, la veille déjà il y a des délégations qui viennent de partout, donc nos routes seront inondées des va-et-vient, des navettes de l'aéroport à leur hôtel et autres. Et c'est en ce moment ils veulent obstruer les rues pour dire qu'ils veulent marcher. C'est pas un marché, un meeting, je répète ce meeting. Oui, mais ce que j'ai pu entendre en dessous, c'est que ce meeting sera précédé d'une marche qu'ils n'ont pas dit. C'est ce que je vous dis. Donc moi j'ai des informations. Et selon mes sources, que cette marche doit qu'il y a des jeunes qui sont bien organisés pour faire un peu de la violence et autres là pour histoire. Mais vous tenez des propos graves, est-ce que vous devez défendre au moment opportun? Mais il n'y a pas de souci. Devant les tribunaux, devant les juges, je vais peut-être dire les éléments de preuve que j'ai. Donc c'est dire que quelque part, ce n'est pas une coïncidence. Les gens pensaient que c'est une coïncidence, mais c'est un hasard. Non. Comme tu l'as dit, en fait, le meeting c'était prévu le 8. Et rapidement, ils ont vu qu'il faut plutôt profiter de l'occasion pour, enfin, créer une situation
Et pourquoi ne pas aboutir à un report? D'ailleurs, pourquoi le chef de file de l'opposition, qui est le président du CAP 2015, l'a dit que lui... CAP 2015 n'a pas de président, un coordinateur qui est Madame Adjamagbo. Le chef de file de l'opposition qui est dans le parti, notamment l'ANC, est le parti, le poids lourd de ce CAP, de cette coalition, donc, a dit que lui ne se sent pas concerné par ce sommet. C'est en cela que vous devez... C'est ça qui m'a amené même à funer, à chercher à savoir, mais pourquoi il peut dire ça en tant que chef de file de l'opposition, une institution de la République, qui, face à un sommet, qui engage la nation togolaise, qui engage le peuple togolais, face à ce sommet, qui mobilise tout le continent africain, face à ce sommet, qui veut se pencher sur un fléau qui gangrène l'économie africaine, mais je vous dis que lorsque les pirates ont commencé par frapper dans le golfe d'Aden, mais l'Union européenne a dû déployer des bâtiments de guerre pour combattre ces pirates qui, entre-temps, arraisonnaient ou attaquaient les tankers, les grands bateaux commerciaux et autres. Donc c'est un phénomène très grave. Entre-temps, ils ont, comme là, le golfe était maintenant sécurisé, ils se sont mis à attaquer plutôt le golfe de Guinée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il se taire? Et le Togo a pris le devant en sécurisant d'une manière efficace avec les forces de sécurité, en sécurisant nos côtes. C'est ça aujourd'hui, vous voyez, quand les gens sortent, ils voient au niveau de la plage des bateaux qui sont là. Au fait, ce n'est pas des bateaux qui viennent au Togo, c'est des bateaux qui vont en direction de d'autres pays. Ils sont juste en rade pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... Parce qu'ils sont beaucoup plus en sécurité sur les côtes togolaises. Oui, ils sont beaucoup plus en sécurité là-bas. Oui, c'est ça. Moi, nul n'ignore que le sommet sur la sécurité maritime a des avantages, non seulement pour le Togo, mais aussi pour la sous-région. Même si ces avantages n'ont pas été mutualisés et présentés aux populations comme il se doit, parce que ceux qui organisent le sommet ne maîtrisent pas les contours. Dans la mesure où nous avons eu à poser beaucoup je le dis, j'ai posé des questions pour savoir. À qui? Par exemple, au ministre de la Communication, lui d'une réunion, je lui ai dit, bon, quels sont les contours réels en matière de gains, en matière de profit pour le Togo, en matière de profit pour les populations, et qui organise exactement ce sommet, quelle est la part financière du Togo dans ce sommet. Il m'a dit, c'est une question que je lui ai posée, qu'il va me répondre après. À ce jour, je n'ai pas encore eu de réponse. Ça, c'est un exemple clair. Ça veut dire que nous, quand il sommet... Dominique, c'est ça. La parole est et puis, à plusieurs autres acteurs, j'ai demandé à savoir qu'est-ce que ce sommet peut apporter au Togo. On sait que les activités économiques vont être boostées. Les hôtels, les restaurants vont gagner. Mais à côté, vous savez, quand vous voulez organiser une manifestation de ce genre, il faudrait savoir comment impliquer ceux qui peuvent déranger, ceux qui peuvent être des acteurs, on les appelle les aliments encombrants, c'est-à-dire que qui ne peuvent pas faciliter le déroulement de la digestion, comme on le dit. Donc, il faut savoir impliquer ces gens-là. Si, depuis 3 ans que ce sommet s'organise, se reporte jusqu'à ce que ça retienne, ça ne soit confirmé pour le 15 octobre prochain. On appelait certains acteurs de l'opposition. Vous avez un rôle à jouer. Vous allez présenter ceci. Vous allez prendre cette part de responsabilité politique pour que la charte que nous sommes en train de vanter puisse être adoptée à l'unanimité, pour qu'on ne trouve pas des contradictions au sein même de notre pays qui organise ce sommet. Est-ce que cette approche a été faite? Non. Et puis, je vais rappeler à mon ami Dominique qu'une manifestation ne se fait pas à vase clos. L'objectif d'une manifestation, c'est pouvoir dénoncer, pouvoir se faire écouter. Si la manifestation devait se faire à vase clos, il fallait aménager une place avec nous, pour que quand le CAP 2016 veut organiser cette manifestation, il va avec nous, il crie avec nous, et puis il revient dans la voilà, comme vous voulez. Les manifestations, c'est pour faire la pression, c'est pour se faire écouter, c'est pour interpeller l'opinion nationale et internationale que quelque chose ne va pas et qu'il faut trouver la solution. Mais si, en tout temps, dans un pays, des gens revendiquent des bonnes conditions, le bien-être, des gens revendiquent que la situation économique s'améliore, les gens revendiquent que le mouvement se fasse, cela ne se fait pas. Et au même moment, on organise un sommet qui peut-être va affecter toute la nation et va naturellement provoquer des dépenses sur le dos de l'État, mais
Il y a toujours des gens. Et je vous dis, je vous l'annonce, c'est une information que je vous donne. Ce n'est pas seulement l'ANC ou bien le CAP 2015 qui prépare des manifestations. Il y a une grande partie de la société civile qui se mobilise pour aller même devant l'hôtel où se déroule le sommet pour manifester violemment. Parce que violemment, ceci n'a pas été fait. Tu me je ne parle pas de biens publics. Bon, c'est vous qui mettez ça dedans. Quand on met les pancartes, on crie pour perturber le sommet, c'est violent. Quand on crie, donc les autorités togolaises ont une stratégie. Il y a des gars, donc l'autorité aussi a ses moyens de répression. L'autorité aussi va aspirer pourquoi vous voulez pas aller Dominique, oui, stratégie. Oui, pourquoi vous voulez pas c'est-à-dire qu'à un autre moment, moi je vous dis, la bataille politique. Le sommet. Non, je dis la bataille politique. S'il n'y avait pas ce sommet, dans un dit qu'il ne va jamais manifester. Depuis l'année passée, avant même que la date du sommet soit fixée. Comment vous savez si le CAP 2015 n'a pas prévu que de façon sporadique, je vais organiser les manifestations entre le 8 et le 20 octobre, avant même qu'on le fixe la date du sommet. Donc moi je ne défends pas les altermondialistes. Moi je dis que l'autorité a la responsabilité, avec des moyens dont elle dispose, d'approcher tous ceux qui peuvent être des aliments de l'Est au niveau de ce sommet. Ça permettra de juguler un peu la situation. Nous avons appris hier sur les réseaux sociaux que le ministre Boukpessi aurait rencontré le chef de file de l'opposition. Je n'ai pas encore vérifié. On va vérifier l'information et on y reviendra dans les jours à venir. Mais Dominique, allez-y, dites-nous, quelle devrait être l'attitude que le gouvernement togolais doit adopter face à cette menace bien de l'opposition? En fait, je pense que d'abord l'opposition devait être un peu responsable. Je parle du gouvernement maintenant. Non, je dis d'abord l'opposition devait être responsable en évitant d'organiser ou de projeter une manifestation à la veille de la tenue d'un grand sommet. Parce que la veille, déjà, les délégations sont déjà dans notre pays. Est-ce que c'est en ce moment qu'ils peuvent se faire mieux entendre, comme le dit mon confrère Carlos? Et surtout, comme mon confrère ajoute, que dans cette organisation, il est prévu de la violence. J'ai vu et j'ai dénoncé dans mon journal. Et il me demandait tantôt si j'ai des preuves. Bon, moi j'ai des éléments de preuve. Donc, qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Je pense qu'aujourd'hui, pour ces gens d'organisation, je pense qu'il y a eu la dernière fois une réunion ministérielle et des experts pour discuter sur la charte qui sera signée à Lomé. Donc, je pense qu'il y a une démarche d'abord technique et peut-être avec puisque nous avons encore un mois pratiquement avant la tenue du sommet. Donc, peut-être jusque-là, le gouvernement a dans son agenda de rencontrer l'opposition. Et si ce que nous avons aussi, l'information que tu viens de donner est vérifiée, ça voudrait dire que c'est déjà un bon début pour discuter avec eux, pour leur dire, bon messieurs, vous avez promis casser, détruire... pendant ce temps, garder et puis vous pouvez le faire plus tard. Ou bien il faut le faire avant. Ce qui est clair, il est très important, il faut relever et le dénoncer que c'est une entreprise machiavélique, ça il faut le dire, de l'opposition qui cherche à saboter systématiquement. Or, aujourd'hui, le chef de file de l'opposition est une institution pris par un décret. Et donc, à côté, il y a des avantages qui s'ensuivent. Et notamment un gros salaire, une grosse voiture, et tout ça là. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture. Bah, peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Non, on lui a proposé. Et il a refusé la voiture. C'est un choix, la vie c'est un choix. Peut-être que le titre même de chef de file de l'opposition le suffit largement. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'il respecte son institution, il faut qu'il appelle plutôt ses militants, parce que le problème de la sécurité maritime ne concerne pas que le gouvernement. Demain, je dis demain, il aspire à gouverner ce pays. À ce point qu'en 2020, il gagnait les élections. Et qu'en ce moment, le gouvernement actuel laissait passer ces pirates opérer allègrement, créer vraiment une situation. Mais il aura du mal à diriger ce pays. Merci. C'est un problème qui devrait le préoccuper. Merci Dominique. Rapidement, Carlos. Dominique parle comme si il y avait déjà des pirates qui sont venus l'attaquer dans sa maison. Mais je n'avais pas eu de pirates sur le côté de donc, c'est une parenthèse. Dominique, c'est encore loin. C'est la parenthèse. Nul ne peut faire l'apologie de la violence. Et dans un État, la fibre patriotique doit dominer. Je me rappelle, on nous a dit en histoire, à un moment donné, il y avait une guerre interne qui opposait Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Quand
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à un moment donné, les envahisseurs sont venus attaquer leur État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung se sont mis ensemble pour combattre, pour bouter l'envahisseur. Et après l'avoir bouté, leur guerre a recommencé. Donc c'est ça qu'on peut appeler une trêve politique ou une... La paix des braves. La paix des braves. C'est ce que la personne devait faire. Non, laisse-moi conclure. Mais cette paix des braves ou bien cette trêve-là devait provenir des discussions qui devaient déjà être amorcées par le pouvoir à l'endroit de l'opposition. Parce que l'opposition n'a rien à perdre. C'est le pouvoir qui a à perdre quand il y a des manifestations. Donc les autorités togolaises doivent déjà commencer par voir que bon voilà, nous organisons un sommet. S'il vous plaît, c'est capital pour nous sur le plan idéologique, géostratégique, géopolitique et diplomatique. Donc, notre pays va en pâtir s'il y a des perturbations. Et je vous prie de prendre des dispositions pour que, même si vous avez des manifestations, prévoyez ces manifestations-là dans un autre mois. Et nous allons trouver les formules pour nous engager véritablement dans vos revendications. Alors, ce qui peut être fait. Mais si on dit à la télé que non, le sommet là, ça doit rapporter ceci, ça a des avantages sur le Togo, on n'approche pas les acteurs perturbateurs qui peuvent revendiquer à tout moment de façon démocratique. Là, on est en train de fausser le jeu. J'invite aujourd'hui les acteurs politiques, que ce soit, même si le pouvoir ne le fait pas, l'opposition aussi peut approcher le pouvoir pour dire que vous organisez quelque chose, nous aussi nous organisons quelque chose. Comment nous pouvons nous entendre pour que le Togo en soit sorti gagnant? Un délai tout d'abord, avant de passer à autre chose, Dominique Alizou, le chef de l'État doit-il consécuter l'opposition en faisant une annonce forte en ce qui concerne les réformes dans les jours à venir, par exemple? Non, je pense que le problème de réforme, c'est un problème qui n'existe pas à la veille du sommet. Sur la sécurité maritime, ça existait avant, depuis la signature de l'APG et jusqu'à nos jours. Ça voudrait dire que, et de temps à autre, nous avons vu comment l'opposition a œuvré pour que cette réforme n'ait lieu dans notre pays. Ça, nous le savons. Puisque, si je veux schématiser un peu, on a vu comment l'opposition qui a signé l'accord a dit... Mais ça, je veux revenir à la question, parce que... on risque de traîner encore, je veux que vous répondiez à ma question. De façon toc, et on va... on va évoluer. Non, je pense que il n'y a pas de... Mais le problème, c'est que chacun range ses désiderata au placard pour le moment, après le sommet. Le Togo continue. Le Togo ne s'arrête pas avant le sommet. Le Togo ne s'arrêtera pas après le sommet. Alors donc, c'est des questions politiques, d'accord. Comme l'a dit mon confrère tantôt, face à un enjeu majeur qui engage la nation, on peut mettre au placard, dans nos tiroirs, nos divergences politiques. Et juste après l'événement, ça surgit et on en discute. Parce que ça, ce qui est clair, c'est que le peuple, le Togolais, les Togolais, nous devons toujours nous parler entre nous, discuter entre nous. Donc je ne pense pas que le sommet s'arrêtera et après le sommet il n'y aura plus de discussion. On ne met pas les choses au placard comme ça, vous savez. Quelqu'un qui a fait... Non, moi je reviens sur ma question. Vous ne pouvez pas dire que bon voilà, vous avez fait, il faut maintenir votre ventre comme ça en attendant le sommet va passer. Non, les réformes... Ce serait un coup de tonnerre si le chef de l'État a cette sagesse-là de dire que bon, peuple togolais, nous organisons un sommet de telle envergure et que nous savons qu'il y a des problèmes de l'heure qui sont très importants, notamment les questions des réformes revendiquées par l'opposition. Je vous dis qu'à partir de 20 octobre, à partir du 1er novembre, nous allons nous engager et j'ai instruit telle personne pour engager. Mais donc, il y a un processus qui est déjà engagé. Le processus est là. Il y a déjà du contenu. Il y a du contenu de la commission. La commission qui a été mise en place. La commission n'a pas de contenu. Qui sont les membres de la commission pour faire ces réformes? Ça sera fait quand? C'est annoncé depuis janvier, depuis fin décembre. Il y a à peine 2 mois. Le chef de l'État a annoncé dans son discours à la nation le discours de fin d'année. Mais cela n'a pas été fait. Le chef de l'État, l'atelier n'a aucune valeur juridique. Ashkoun n'a aucune valeur juridique sur les réformes. Ça, c'est un autre débat. Donc, l'APG est là. On n'a pas encore vidé l'APG. On multiplie des structures qui sont apparemment des sigles, qui reviennent sur les mêmes choses. Ça, c'est un autre débat sur lequel on ne va pas venir. Mais, moi, je pense que
À un moment donné, il faut trouver la formule qu'il faut pour rassurer tous les acteurs. Quand on rassure, c'est que nous sommes tous des humains. Jean-Pierre Fabre est un humain, Adjamagou est un humain. Mais tous les autres ne sont pas concernés. Ceux qui ne sont pas concernés, c'est un droit absolu. Il n'est pas libre. Il a des préoccupations, des occupations. Il va vaquer à ce qu'on dit. Merci. Vous voulez être concerné, peut-être si vous avez des intérêts, mais si vous n'avez pas d'intérêt, vous irez au champ. Merci. On va voler. C'est totalement la démocratie. À ce sommet vont arriver à Lomé par l'aérogare de Lomé et on apprend par nos confrères l'alternative et le correcteur que l'aérogare de Lomé a été inondé après les pluies du week-end dernier. Alors l'information est donc publiée mardi dernier, on a vu même des images sur les réseaux sociaux, mais dès le lendemain, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, et la société aéroportuaire de Lomé Tokouin, SALT, ont fait visiter l'aérogare a une trentaine de confrères pour donc démonter l'information de l'alternative et du confrère. Au finish, qui dit la vérité? Où se trouve la vérité? Dominique Alizio. Moi, quand j'ai un peu parcouru l'article de mon confrère, surtout l'alternative, d'abord il a écrit, selon ce qu'il a dit, lui-même il n'y était pas. C'est quelqu'un qui voyageait, qui a décrit ce qu'il a vu. Et en tant que journaliste, et étant à Lomé, normalement, la bienséance voudrait qu'il se déplace pour aller voir si vraiment notre aéroport est inondé. Bon, il n'a pas fait cette démarche. Maintenant, l'autre réalité, c'est que si l'aéroport est vraiment inondé, aucun appareil ne va atterrir. Ça, ce n'est pas possible parce que il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas non plus d'atterrissage. Mais on n'a jamais suspendu les vols de notre aérogare. Ensuite, si peut-être ce que moi j'ai lu, bon, ce qu'il a décrit, que quelqu'un voyageait, il est arrivé, il a vu, il y avait de l'eau partout. Bon, je dis, c'est un ouvrage qui vient de sortir de terre il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, l'aéroport n'est pas totalement réceptionné parce que l'aéroport est toujours en chantier. Alors, si peut-être celui qui voyageait était arrivé au moment où il pleuvait et il y a de l'eau par terre, mais considérer ça comme une inondation est grave. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'inondation, c'est que les salles sont inondées, la piste inondée, vraiment. Pas forcément. Non, c'est une partie de la piste inondée, c'est pas forcément la piste d'atterrissage. Je dis bien, les salles. Les salles d'arrivée. Mais l'aérogare, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est très grand. Non, je dis c'est grand. Maintenant, si. Et je disais, je peux rigoler avec un confrère, mais c'était justement avec Carlos. Quand on était arrivé à Washington, et on a pris notre taxi pour notre hôtel, qu'est-ce qui s'est passé? Le taxi est rentré dans une flaque d'eau, et je dis, mais tiens, même aux États-Unis, à Washington, il y a aussi de l'eau sur la route. C'est pour dire que il n'est nulle part au monde que lorsqu'il pleut, que tout soit nickel. Et non, ce n'est pas possible. Donc je pense que... Et je vous dis que l'information vraiment a fait du buzz sur les réseaux sociaux, où quand les gens ont appelé du haut, mais ce nouvel aéroport là, où nous sommes venus il n'y a pas longtemps, mais c'est inondé déjà, qu'est-ce qui se passe? Quand tu leur dis qu'il n'y a rien du tout, mais les gens s'étonnent. Donc je pense que les autorités aéroportières ont pris l'initiative d'amener les journalistes pour voir avec leurs yeux, et non rester dans une salle pour faire une conférence de presse, d'avoir une visite. Et comme l'a ironisé le directeur de l'ANAC, il dit, sommes-nous des batraciens à l'aéroport ici? Parce que l'aéroport, il y a plein d'agents qui travaillent. Il y a des boutiques également. Il y a tout ça là. Donc, personne ne se plaint qu'entre-temps, l'eau est rentrée dans ma boutique. Personne ne se plaint. En tout cas, je pense que c'est un peu... Ça fait partie de ce que je disais tantôt, qu'il y a une stratégie mise en place pour ternir ou saboter le sommet. C'est cette conclusion à laquelle moi je tire. Ça, c'est mon avis personnel. Donc vous accusez le confrère de vouloir saboter le sommet, c'est ce que vous avez de dire? C'est tout possible, pourquoi pas? Mais quel intérêt les confrères ont vouloir saboter le sommet? Qui n'a rien inondé, mais qu'on crie sur les toits que l'aéroport de notre aérogare, notre nouvelle flambant neuf, qui fait la fierté des Togolais, parce que ceux qui viennent à Lomé, ceux qui atterrissent, tous disent que, mais dis donc, Lomé a changé de visage. Merci Dominique. Et donc, si ce joyau est déjà traité d'un ouvrage déjà surinondé, mais c'est inimaginable. Alors pour nos confrères, la visite organisée par l'ANAC et la SALT est intervenue 4 jours après donc les pluies, 4 jours après le constat fait part des voyageurs qui ont donc pris le vol de l'aérogare de Lomé le week-end, et du coup c'est pas évident qu'on retrouve l'aérogare en l'état où les gens l'avaient vu le week-end, Carlos. Oui, moi pour le respect que j'ai pour mon métier,
et pour les autres confrères, journalistes qui écrivent, je ne peux pas avoir la prétention de dire qu'un journaliste a fait un mauvais travail sur une base, je ne sais pourquoi. Je connais bien mes confrères de l'alternative, je sais qu'ils ne balancent pas du n'importe quoi, et je sais qu'ils ont dû mener des investigations. Et à un moment donné... Dominique, j'ai eu la chance de voyager déjà 3 fois depuis que cette nouvelle aérogare a été créée. Et en tant que journaliste, naturellement, quand je veux voyager, je vois certains petits détails. Bon, le Seigneur du Jésus est très riche en anecdotes, parce qu'il a souvent évoqué certaines situations qui, vraiment, quand vous les placez dans des situations réelles, cadrent assez bien. Seigneur Jésus a dit que les pharisiens ressemblaient à des tombeaux blanchis, où l'extérieur est blé, tout blanc, tout ça là, mais l'intérieur est plein d'ossements. Et de pourriture. Je suis en train de risquer ou bien d'oser comparer l'aéroport actuel à l'anecdote de Jésus sur le tombeau blanchi. Pourquoi je le dis? Je le dis avec des éléments de preuve. Et je suis rentré récemment d'un voyage où il pleuvait. Et je vous assure que les parties où on fait les fouilles, où les policiers restent debout avec des barrières pour rentrer à l'aéroport, là déjà, vous allez constater que les policiers sont dans l'eau. Il y a de l'eau là. Je ne sais pas si c'est le système d'évacuation qui n'est pas automatique pour que l'eau puisse partir immédiatement quand une pluie tombe. Ça, c'est une réalité que j'ai constatée. Deuxième constat, pour prouver qu'il y a eu du bricolage dans cet aéroport, c'est que le parking automobile, aujourd'hui, reste sans système électronique. Ça veut dire que si vous garez une voiture, vous mettez le ticket, vous prenez le ticket, vous garez la voiture, 5 minutes, vous payez 500 francs. Si votre voiture fait 20 jours là-bas, c'est toujours les 500 francs. Ça veut dire que le système électronique qui puisse permettre de rentabiliser cet aéroport n'est pas efficace. Allez tout de suite au parking de l'aéroport. Non, ça, je confirme. Ça, c'est la deuxième preuve. Troisième preuve. Dominique. Quand le directeur de l'ANAC est rentré en transe, je l'ai vu le jour-là très agité, parce qu'il était très remonté, sans doute que le chef de l'État l'a interpellé sur ce qui a été écrit. Il a dit des choses très graves. Parce que on ne peut pas présenter un aéroport même encore fini, comme vous me venez de le dire, c'est aussi grave, en disant que ces travaux n'ont pas été encore réceptionnés, et obliger les avions à venir atterrir, les passagers à passer par là, alors que ce n'est pas encore fini. Voilà les observations que les journalistes que j'ai envoyés sur le terrain m'ont faites. On dit par exemple, le bas de l'aérogare fait face à une dalle qui est parsemée de petits pores, qui laissent couler l'eau, qui se stagne sur la dalle. Ça veut dire qu'on n'a pas prévu des tuyaux d'évacuation sur la dalle. Ce qui fait que quand il pleut, l'eau stagne sur la dalle et ça suinte. Ça, c'est une réalité que les journalistes ont constatée et ont posée. Et le ministre, le directeur de l'ANAC, a eu l'outrecuidance de leur dire qu'il n'avait pas prévu ça et c'est maintenant qu'ils vont le faire. C'est extrêmement grave. Ça mérite une démission totale. Avec Gueye, il sera fessé. On me dit, dans le rapport, au niveau de mes journalistes qui sont allés, que l'eau qui sort des petits trous, des canaux, des petits trous, n'est pas canalisée. Les trous sont donc laissés à ciel ouvert, ce qui laisse l'eau sur la place du bar, située sous le pont constituant la route d'entrée et de sortie de l'aérogare. Ça veut dire que les passagers qui sortent, quand ils passent, quand il pleut, il y a l'eau qui suinte parce que les canalisations n'ont pas été orientées là où il faut les orienter pour que l'eau ne reste pas sur place pour suinter. Troisième observation, on dit en plus, les travaux sont toujours en cours. À l'intérieur de l'aérogare, certaines cabines sont toujours en chantier. Et ça, le directeur de l'ANAC l'a confirmé. À part ça, vous rentrez dans un aéroport, nous avons la chance d'aller dans d'autres aéroports. Je ne veux même pas parler des aéroports européens et américains. En Afrique ici, quand vous soulevez la tête, vous voyez au niveau de la nouvelle aérogare, vous allez voir des câblages, des barres de fer qui sont visibles, comme si on était encore dans un petit chantier. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Comment on peut rester dans un aéroport comme ça? Avec ça, on dit qu'on est en train de sécuriser les aéroports. Quand quelqu'un qui est mal intentionné vient prendre les câbles électriques là, il les met ensemble, il incendie notre aéroport. Ça, c'est un autre aspect. Je vais aller au dernier aspect. Et ça, je l'ai énoncé pendant la construction de l'aéroport. Les barres de fer
qui ont servi à construire l'aéroport. L'aérogare, Les barres de fer ont souffert d'une qualité. Parce que les barres de fer, la qualité qu'il fallait n'était pas fabriquée au Togo. Bon, ça, je l'ai déjà publié dans un article dans mon journal. L'entreprise qui devait fournir ces barres de fer de qualité n'avait pas ces barres de fer. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait, c'est au Ghana que les barres de fer se trouvaient. On allait acheter les étiquettes de ces barres de fer dans Ghana Steel ou bien quelque chose au Ghana. Et on venait coller sur les mauvaises barres de fer à Lomé pour livrer à l'aéroport de Lomé. Pour qu'on puisse faire. Vous avez les preuves? J'ai écrit et j'ai des copies, pas même des copies, j'ai des maquettes de ces étiquettes. Ça veut dire qu'on a fait du faux et du grand faux. Et c'est un scandale pour un aéroport. Je crois que le confrère Messa Lucien a déjà énoncé cette défaillance-là. J'ai déjà posé ces questions-là à un ministre qui était à l'époque le ministre chargé des Transports, le ministre Damipi. Moi, je dis les choses avec les éléments de preuve. J'ai déjà posé la question. Je crois qu'il aurait pris des dispositions pour qu'on revoie ce système-là le plus rapidement possible. Merci, mais j'ai tendu même à aller dans les toilettes de l'aéroport, de la nouvelle aérogare. Quand vous rentrez, vous fermez. Vous savez qu'il y a une serrure, quand vous soulevez ça bloque la porte d'entrée. Les serrures sont comme des boîtes de tomates. C'est déjà, c'est-à-dire de la chinoisure pure. Quand vous tentez de fermer ça avec ces serrures-là, ça retombe. Ça veut dire que c'est déjà défaillant. Ça commence déjà pas à se gâter. Merci, Carlos. J'imagine l'avenir de cet aéroport dans 2 ans, dans 3 ans. Merci, Carlos. Les travaux n'ont pas été faits. Merci. Voilà ce que les collaborateurs de Forge Gnassingbé lui servent comme joyau et qui aujourd'hui reste toujours, comme on le dit, Dominique Alizou. Pourquoi ne pas prendre au sérieux ces constats, ce qui est écrit par nos confrères, que de vouloir forcément démentir et de prouver le contraire? Écoutez mon confrère, j'ai l'impression que c'est un ingénieur en génie civil. Oui, j'ai fait un peu le génie civil. Il maîtrise tout. Non, je pense qu'il peut avoir des différences. C'est normal. Maintenant, il a dit par exemple, je prends le cas de le fait que lorsque vous rentrez dans la gare, vous voyez les câblages et autres là. Mais c'est un style. Vous êtes allé, non, vous êtes allé une fois, attends, vous êtes allé une fois là, et vous avez fait escale à Addis Abeba, le grand aéroport d'Addis Abeba. C'est comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, et quand je partais, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de plafond? Pourquoi? Mais j'arrive à Addis Abeba, je vois que c'est le même style. Non. Mais il fallait moderniser. Notre est très moderne. Pourquoi on met des plafonds? Comme on l'a vu. Laissez-moi le dire, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, non, c'est un choix alors. C'est un choix. Et l'eau qui chante, l'eau. Oui, pour un aéroport. Nos confrères ont écrit que l'aéroport était inondé. Je pense que parfois les mots dans leur contexte. L'aéroport inondé, normalement le voyageur en question devait retourner à la maison. Puisque l'aéroport est inondé. Puisqu'il y a de l'eau partout. Et son chariot pour rentrer pour faire les formalités. Normalement il devait rentrer à la maison. Mais il a fait ses formalités, il est rentré et maintenant il va crier que l'aéroport est inondé. Je ne comprends pas le mot inondé. Si on dit inondé, j'ai appris il y a de l'eau. Dominique, non. Dominique, inondé ne veut pas dire forcément on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas passer à l'aéroport. Ah non, ça veut dire qu'il est pas oui, c'est possible. Je ne dis pas forcément, mais c'est possible. Justement. Mais quand votre quartier est inondé, vous avez besoin de sortir de la maison, non? Vous ne pas la maison. C'est ce que je dis. Or, ce qu'il a dit dans tout ce qu'il a décrit, il n'a nulle part parlé de l'inondation. Il a dit l'eau qui chante par là, et la dalle n'est pas ceci, la dalle n'est pas cela. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit au début que la demande de ces journalistes qui ont allé et qui ont vu. Ils se sont dit comme il n'y a pas d'inondation dans ton parc. 4 jours après, la pluie. Bon, il pouvait aller un peu plus tôt. Puisque l'article. Mais le ministre a choisi. Le confrère a écrit son journal, le journal sorti le mardi. Donc, si toi aussi tu étais intéressé, tu aurais dû faire. Mais seulement, quand tu lis l'article, celui qui décrivait ce qu'il a vu n'a pas dit qu'il est retourné à la maison parce que les salles, tout était inondé. Et que bon, même l'avion ne pouvait pas atterrir et qu'il est rentré chez la maison. Mais seulement à la fin, c'est que la personne
à voyager sans problème. C'est d'ailleurs pourquoi le directeur a dit, sommes-nous des batraciens ici quand les gens sont venus? Oui, c'est vrai que quand il parle de comment on l'appelle, de là où on garde le parking. Le parking. Mais on dit, aujourd'hui, j'ai dit que c'est des... Je dis, c'est des détails de rien du tout. Ce n'est pas des détails. Vous avez combien de rapports à l'économie pour le moment. Mais, pour le moment, comment peut-il y avoir c'est des défaillances, mais qui seront corrigées. Pour combien de temps? Ça fait déjà plus de combien de mois l'aéroport est lancé? Depuis avril. Est-ce que tu peux me laisser parler? Vas-y, rapidement, on doit parler du Gabon. Le parking même, au début, c'était manuel. Ça dit que la barre est toujours... Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Maintenant, la barre se soulève. Ça veut dire qu'avec le temps, ça sera corrigé. Sûrement, en matière de développement, on ne bricole pas. En matière de développement, on ne bricole pas. On ne peut pas investir 2 milliards. Là où c'est grave, mon frère, je pense que il sert à rien de rester cloîtré. Lui, tu as l'habitude de voyager. Mais tu arrives dans certains aérogares, on est en chantier en train de faire les travaux, mais ça n'empêche pas les voyageurs de voyager. Ça veut dire que c'est un système qui est dit, moi, j'ai vu à Charles de Gaulle plusieurs fois, où les ouvriers sont en chantier, mais on n'a pas fermé l'aérogare. Ok, merci Dominique. Carlos, rapidement. Nous ne pouvons pas fermer. Toi, tu as l'habitude de sortir, tu as l'habitude de voyager. Ne raisonne pas comme ceux qui ne connaissent pas. Ici, tu es vieux. Non. Il faut que toi qui les donnes. Merci Dominique. On peut faire des travaux, on peut être en chantier dans un aérogare, mais si les ouvriers ou les techniciens, les ingénieurs... Dominique, il faut qu'on évolue. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit ce que j'ai constaté. Il a suffisamment parlé. J'ai toujours dit ce que j'ai constaté, oui. Et voilà, c'est ce que moi j'ai constaté. Et que, en matière de développement, et quand on parle de nouvelles aérogares, on ne parle pas d'une ancienne... Mais pourquoi où est l'urgence? Où est l'urgence pour qu'on commence par l'utiliser si ce n'est pas encore réceptionné, s'il y a ces défaillances, s'il y a des chuintements d'eau, il y a des parties de où est l'urgence? Comment on peut dire que les failles de la chose? En réalité, nous attendons un grand sommet pour cet événement. Pour une bonne expertise. On peut garder l'ouvrage dans un congélateur pour que le jour du sommet, qu'on se mette. Mais on ne peut pas savoir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Dominique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on parle à rien. Tu puisses nous dire là où tes éléments. Laissez-moi, monsieur Dominique, laissez-moi dire que on ne peut pas investir. Dominique, on ne peut pas investir des milliards. On ne peut pas investir des milliards dans de la pacotille. 75 milliards pour précis. 75 milliards dans de la pacotille. Pourquoi dire que ici là on attend que ça crée des problèmes qu'on ne fait pas. On ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une expertise. Vous arrivez, vous toujours des Dominique, oui. Les ouvriers ne viennent pas réparer les dégâts causés par l'ancienne aérogare. Mais c'est pour créer d'autres structures qui permettent de renforcer. C'est ça l'information. C'est ça l'information. Donc, des milliards, on ne peut pas investir des milliards sur de la pagaille. Donc, il faudrait que le chef de l'État prête encore attention à tous ceux qui pilotent. Merci. On va au Gabon où tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. À la prochaine fois, je vais t'inviter à aller à l'aéroport. Et tu verras. Je veux dire, nous sommes au Gabon, chers confrères, nous sommes au Gabon où la Cour constitutionnelle va donc se prononcer avant le 23 septembre sur l'élection du 27 août dernier. Donc tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Quelle sera sa réaction? L'opposition menace déjà qu'elle n'acceptera pas une victoire de Ali Bongo. Jean Ping et ses partisans sont sortis il y a 2 jours pour le marteler haut et fort, pour le crier haut et fort, pour dire que c'est eux qui ont gagné l'élection. Donc la Cour constitutionnelle a dit le droit de proclamer Jean Ping. Réaction de Dominique Alizou avant qu'on conclue cette émission? Non, c'est extraordinaire que Jean Ping puisse exiger qu'on le proclame vainqueur. Et parce que le peuple a tranché, le peuple a voté, et que les gens des PV, lui-même il a ses PV, et le Rotogoué, ou bien le fief de Ali Bongo dont il accuse, qui a eu des fraudes massives, mais il était même incapable de fournir tous les procès-verbaux. Et sur 297, il a fourni que 174 PV. Et donc si c'est sur ça qu'il croit que bon, ce faisant, il peut passer, je dis non. Et d'ailleurs, il doit, lui qui avait
insulté l'institution, notamment la Cour constitutionnelle, qu'elle est inféodée, qu'elle est aux ordres du régime, et personne ne l'attendait, et subitement, il va déposer son recours à cette Cour qu'il a fustigée. Et maintenant, à la même Cour, après avoir fustigé, il dépose, et après avoir déposé, il menace. Alors je me dis que Jean-Pierre joue à un jeu très dangereux. L'Afrique n'a pas besoin de ses leaders. L'Afrique a besoin de leaders un peu sérieux. Quand tu perds, tu reconnais que tu as perdu. Quand tu gagnes, il faut reconnaître que si on avait proclamé vainqueur, il va dire quoi? Ah là c'est bon, la Cour est bien, leur Sénat, c'est-à-dire le... Mais il faut reconnaître que les résultats sont étriqués. Environ 6 000 voix de différence, c'est étriqué. En Tanzanie, je pense que la différence de voix c'est 100 000 voix. Bon, mais ici on parle de 6 000 voix ici. Ici on parle de 6 000 voix de différence. Et en Tanzanie c'est moins que ça. Mais au fait, l'essentiel c'est que même une voix de plus, mais tu as gagné. Pourquoi refusons le recomptage de voix? Mais lui, quand il était président de l'Union africaine, on lui avait dit à l'époque de recompter, Babo lui avait demandé de recompter les voix en Côte d'Ivoire. Je rappelle que c'était pas Pink qui avait donc. Non, il était le président de l'Union. Oui, je rappelle, mais l'ONU avait la chance. Il y avait Choi, il y avait le représentant de l'ONU qui s'appelait Choi. Il aurait pu dire non. Mais c'est l'ONU qui maîtrisait l'affaire. L'ONU est au-dessus de lui quand même. Il cherchait quoi avec sa déclaration? Lui avait envoyé des observateurs. Et les observateurs ont fait une déclaration. C'était le bonus Kofi Go avait dit nous avons gagné à l'époque. C'était Kofi Go qui était le président de l'UA. Aujourd'hui, ce que lui-même il a refusé là-bas, il ne peut pas réclamer ça chez lui. Merci Dominique. Et d'ailleurs, ce faisant, il demande même de violer la constitution gabonaise, qui n'a pas prévu qu'en cas de litige, que ce soit la procédure. Mais quand c'est pas prévu, c'est pas interdit non plus. Non, mais attends, quand ce n'est pas la Cour, les textes ont prévu, en cas de réclamation, comment il faut procéder. C'est clair et net. Et il a vu, il connaît ce texte avant de postuler. Si ce texte ne l'enchantait pas, il aurait pu refuser les textes. Les textes étant acceptés par lui avant d'aller à ce scrutin, il n'avait que à assumer, à aller selon ce qui est au lieu de demander de violer la Constitution. Merci Dominique. Carlos, rapidement, l'opposition demande de recompter les voix et donc la Cour constitutionnelle peut le faire si elle veut. Oui, c'est malheureux pour les démocraties africaines, les démocraties sous-tropicales, où c'est toujours le même scénario. On organise les élections, certains contestent les résultats, certains veulent perdurer au pouvoir, engager des moyens de fraude pour pouvoir s'éterniser. Et on a dit, je crois, un chroniqueur du journal Le Monde l'a dit la dernière fois, que énième hold-up électoral, et on a parlé du Togo, de la Guinée, du Niger et tout ça là, où les élections n'ont jamais été transparentes et on pense faire confiance à des institutions comme la Cour constitutionnelle qui sont inféodées au pouvoir. Bon, j'ai lu une interview donnée par la présidente de la Cour constitutionnelle et qui se trouve être une ancienne femme de Omar Bongo, le papa de Ali Bongo, ce qui laisse déjà des craintes. Naturellement, Jean-Pierre a des entrées. Et c'est une situation tellement délicate que je pense que j'évite très souvent de faire des comparaisons négatives et de dire que telle personne a fait ceci hier et ne doit pas faire ceci aujourd'hui. Le contexte dans lequel Jean Ping était à l'Union africaine avant que Gbagbo n'ait des complications électorales n'est pas le même contexte qu'au Gabon. Et sur la question du recomptage des voix, ça devient une mode en Afrique où chaque opposant demande le recomptage des voix. Et sur le cas spécifique du Gabon, nous avons constaté que le Gabon, les électeurs Passou Ouattara et Dramani sont arrivés pour trouver une formule de contournement. Et ça, c'est un autre débat sur lequel nous n'allons pas revenir. Et vous pensez, dans le cas du Gabon, c'est que malheureusement pour Ali Bongo, le Gabon est très petit, les électeurs sont très petits et chacun se connaît. Par exemple, dans la situation électorale de Logoué, on sait pertinemment comment les choses sont passées. Et quoi qu'on dise, on sait que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple aujourd'hui qui revendique ses voix. Les gens savent où ils ont voté. C'est pas le peuple. C'est le peuple qui est mobilisé autour des gens publics. Quand vous voyez Ali Bongo dans ses sorties, dans ses engagements, quand vous voyez les analyses qui se font sur le scrutin, quand vous voyez les prises de position des acteurs qui sont proches d'Ali Bongo, notamment certains de ses ministres, certains de ses députés, on voit que le bateau est en train de chavirer, mais Ali Bongo a été de faire l'effort pour sauver. Je pense qu'en Afrique, il est temps qu'on puisse tourner la page des monarchies, où les peuples sont tous fatigués
des régimes à vie où une famille dirige une décennie, 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, 5 décennies. Et le cas du Gabon va un peu exorciser une situation générale au niveau de l'Afrique où certains dirigeants, notamment au Togo ou en Guinée, en RDC, sont restés au pouvoir de père en fils pendant 50 ans, ce qui ne permet pas à la population d'évoluer. Les Bush ont été père et fils. Ils n'ont pas été père et fils de façon successive quand même. Et puis c'est une démocratie stable et cela n'affecte pas. Cela n'affecte pas le développement. Mais qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Qu'est-ce qui va se passer au Gabon? Moi, je pense à deux scénarios. Premier scénario, et la présidente de la Cour constitutionnelle va proclamer Ali Bongo vainqueur. Donc, il y aura naturellement des violences. On va parler d'une mission de paix. On va créer une mission des Nations Unies pour faire ceci et cela. Et le pays sera complètement dégingandé, pourri. Ça veut dire que le Gabon constitue un autre foyer de tension qui est en essence. Ou bien, elle a la sagesse de dire la vérité. Je ne sais pas si la vérité, c'est que Jean Ping qui a gagné pour que le peuple soit apaisé et que Ali Bongo comprenne que il a des avenirs meilleurs que de s'accrocher au pouvoir et de toujours avoir des problèmes. Je ne veux pas le voir tirer sur les populations et se retrouver à la CPI comme Laurent Gbagbo. C'est possible. Surtout que nous sommes en train de voir la façon dont la France et la communauté internationale est en train de jouer. Les journalistes étrangers, l'analyse qu'ils en font prouve bien évidemment que Ali Bongo doit être dégommé. C'est-à-dire qu'on en est marre de lui, il a fait ce qu'il peut faire, il a remplacé son père, il a fait 10 ans, donc il peut pouvoir céder la place pour que la démocratie puisse évoluer dans ce beau pays où il y a des richesses qu'on peut exploiter au profit des peuples. C'est ça qui est la vérité. Mais si on continue à s'obstiner, à s'accrocher au pouvoir, à ne pas vouloir l'alternance, à ne pas vouloir son adversaire, venir aussi changer les choses, observer, faire constater que ce que je faisais est mieux que ce que lui est en train de faire, le peuple va choisir, le peuple va vous demander de revenir. Donc la démocratie c'est ça. Il faut éviter de s'engager dans des logiques de forcing qui retardent l'Afrique, qui retardent le monde. Dominique, rapidement, on va faire comment on ne fait pas de certaines monarchies. Je pense qu'au Maroc, le roi Sandé ne fait pas de... Ça c'est des comparaisons négatives. Il faut éviter des comparaisons négatives. Il faut dire que... Ali Bongo a organisé des élections. Ali Bongo ne s'est pas installé indéfiniment dans son fauteuil présidentiel pour dire que bon, mon papa était président, moi aussi je suis président, a duré indéterminé. Non, il a organisé des élections. La preuve, il a dit qu'il est un bon démocrate. Son élection après la mort de son père est décriée. Il y a un contentieux. La constitution gabonaise a prévu la procédure. Maintenant, si aujourd'hui, l'autre, Jean-Pierre qui était un cacique du régime, je dis bien un cacique du régime, et qu'aujourd'hui, il se croit, il joue à la victime, à l'opposant victime, alors que le régime était régenté par lui et Ali Bongo autour du le peuple Dominique a la parole. Il est conscient, il est sérieux, il faut qu'il cesse de faire du boucan inutile, du testament inutile, parce que il connaît le système, il est issu du système, et que si aujourd'hui il est mangé par son système, il n'a pas à se plaindre à qui que ce soit. Ce qui est clair, c'est que la Cour, quand tout le monde a les yeux rivés vers Madame Marie-Madeleine, qui doit faire un travail, elle a promis. Je voudrais rappeler que ce que le PV, le camp Jean-Ping qui fait du bruit n'a pas pu fournir tous les PV pour vraiment procéder à une vérification et PV par PV. Il n'a pas pu le faire. Bureau de vote, pas bureau de vote. Pas bureau de vote, pas bureau de vote. Aujourd'hui, il a pu fournir que 174 sur 280. Ça c'est les pros à lui qui le disent, c'est pas officiel. Non, est-ce qu'il n'a pas démenti? Moi j'ai vu ça dans les médias. J'ai vu aussi sur le net. Et l'autre, Jean-Pierre n'a jamais démenti ça. Okay. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'a pas pu revenir. Non, on va conclure maintenant. On va conclure. On va conclure. Comme il a fait de certains rapprochements tendancieux, ce qui est en train de se faire, ce qui réclame, ça s'est passé ici en 2010. Après le scrutin de 2010, conclusion. On a ramené tous les PV et à Togo 2000. Dans quelles conditions? Avec du champagne et des billets de banque dans l'avion. Bureau de vote, pas bureau de vote, c'est PV devant
Non. En 2010. Ne parlez pas de Dominique. D'abord, Dominique, en 2010, on n'a pas compté bureau de vote, bureau de vote. En 2010, on fait venir les présidents des séries qui sont venus. Ils sont venus devant les caméras comme théâtre. Ils ont lu. On doit faire de l'équipe. C'est toi qui l'as fait. Merci. De ce vendredi 16 septembre s'achève ainsi. Excusez-nous pour le brouhaha, le traitement qu'il y a eu lieu ici. C'est normal entre Dominique et Carlos, c'était toujours comme ça. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité tout au long de la semaine. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end à vous tous.